comment tu es présenté? En quatrième de couverture, on dit François-Xavier Lujan est né au Maroc en 1958, de parents enseignants. Je parle sous le contrôle de ta maman. Corse par son père, amoureux de son île et du village familial, il s'y installe en 1976 comme berger caprin avant de devenir compagnon du Tour de France en menuiserie et bénisterie. Écrivain depuis l'adolescence, son parcours atypique le conduit sur le continent sud-américain, dans le Maghreb et au Canada. En 2012, il décide de se consacrer exclusivement à l'écriture en publiant, et ça, je sais que tu as fait une petite mise en scène, et c'est toi qui vas nous reparler un petit peu, retracer un petit peu ton parcours d'écriture. Voilà. Par contre, je suis allée sur ton site, et là, il y a une autre présentation directe de François-Xavier Lujan qui dit « Raconter ma vie dans cet espace, ce n'est pas ma tasse de whisky », point d'exclamation. Cela étant dit, oui, c'est normal qu'un lecteur, un éditeur ou un internaute lambda se demande qui se cache derrière un site d'écrivain. Du point de vue de l'inné, je suis un mélange de Corse et de Breton. Et du point de vue de l'acquis, j'ai été formé par une bande de pas normaux, des hommes des bois, qui se cachaient dans des caves pour m'apprendre leur métier. Ça me plaisait bien, je suis devenu un manuel intello, ou un cérébral calé des mains, au choix. C'est sans doute pour ça que j'ai une écriture qui sent le copeau. Je dis qu'elle sent le copeau par politesse. En fait, avec ma plume, je triture volontiers la cervelle, la chair, le sang, la merde et la cyprine. L'aseptisé m'incommode, bref, j'aime l'humain. Les extraits mis à votre disposition dans ce site sont toujours pris au début de mes tests, les nouvelles sont complètes. Pour l'heure, je trouve que j'en ai un peu trop dit sur moi. Allez, je me remets à écrire sur vous. Donc ce soir, nous, ce qu'on vous propose, c'est que vous nous fassiez découvrir un peu plus et aussi ce livre qui est présenté ce soir. J'ai eu envie ce soir de faire une présentation de mon travail d'écrivain qui soit relativement originale. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans la plupart des travaux de créatifs, des métiers créatifs, je pense à la musique notamment ou à la peinture, c'est assez direct. C'est-à-dire que le public arrive, écoute une musique, il arrive à sentir ce que l'auteur-compositeur a pu vouloir faire. Il arrive devant une toile, dans une expo de peinture, on arrive à se faire une idée très rapidement de la manière dont travaille l'artiste. En ce qui concerne un écrivain, entre le moment où j'écris mon texte, donc là je me suis amusé à mettre les années, et je me suis rendu compte en préparant cette rencontre que j'écrivais depuis 47 ans. Donc entre le moment où on écrit un texte, le moment où le texte est publié, où quelqu'un le lit et où il y a rencontre avec ce lecteur et dialogue avec ce lecteur, il peut se passer des décennies. Et c'est vraiment pas évident pour un auteur, d'une part, de pouvoir faire prendre la mesure de son travail, prendre le ton, et d'autre part, d'avoir un retour de ressenti de ce qui peut se passer pour le lecteur. Je parle de ressenti parce que bonsoir. Parce que ce qui est le plus important, en tout cas dans mon écriture, ce n'est pas d'apprendre ou d'être didactique, ça ne m'intéresse absolument pas, c'est de faire ressentir des émotions. Et c'est à ça que je m'attelle dans mon écriture, c'est ça que je veux faire. Et il y a même là-dedans quelque chose qui pourrait même quelque part me faire sourire, c'est-à-dire que je suis toujours ému lorsque j'ai le retour d'un lecteur et où je me rends compte que par-delà le temps et par-delà l'espace, il a ressenti une émotion que j'ai bien voulu mettre dans un texte. Ça me charme toujours. Il y a même peut-être quelque chose là-dedans, enfin, je ne sais pas, qui est peut-être de l'ordre de la quête de l'éternité, de se dire que post-mortem, je pourrais toujours faire ressentir des émotions, non plus à mes contemporains, mais à d'autres êtres humains. Et c'est une idée qui me plaît pas mal. Donc la manière dont j'ai voulu travailler ce soir, c'est travailler un petit peu à la façon d'un peintre, c'est-à-dire de faire un vernissage pour un tableau, pour un texte, et de faire une expo de mon travail. Et en faisant ça, donc, ce que j'ai mis en scène, c'est les années qui sont passées,
et les textes qui ont été écrits. Alors, les premières années, là-bas, que j'ai mis en bleu, c'est de, grosso modo, c'est de 72 à 77 par là. C'est une période sur laquelle je n'ai aucun texte à montrer. C'est une période que j'appelle la période poétique. C'est que j'avais 14, 15, 16 ans. Et face aux aléas de l'adolescence, aux souffrances de l'adolescence, qui sont souvent réelles, aux remises en question, ma manière de pouvoir, on va dire, exulter, passer outre, ça a été la poésie. Tout à l'heure, Marie-Hélène a eu l'idée, bonne idée, de reprendre un peu la manière dont je me suis présenté à la fois sur le site et en quatrième de couverture du livre. Et en fait, c'est vrai, bon, j'aime pas raconter ma vie, c'est clair, mais cela étant dit, je me suis dit ce soir, il y avait peut-être des événements qu'il fallait quand même que je signifie dans la mesure où ils sont en rapport avec l'écriture à mon sens. Je vais essayer d'être plus clair. Lorsque je suis en période poétique là-bas, je suis jeune et c'est l'époque qui veut ça, c'est le post-68, par des chemins variés, j'arrive en Corse et là je suis berger au village, au Mio, il y a Zepouch, si tu le connais, là-haut, enfin bref, avec plusieurs personnes, avec les roses, de Pau, voilà. Et j'ai envie de devenir berger, d'en faire ma vie, j'apprends. Bien. Et un jour, en travaillant sur la maison de mes parents, j'ai un accident, j'ai les doigts coupés. Et quand on a les doigts coupés, traire les chèvres, c'est fini, c'est terminé, plus question. Donc à partir de là, il y a eu une remise en question, il a fallu faire autre chose. Je suis parti réfléchir, j'ai voyagé pendant un an, je suis allé assez loin, je suis allé sur le continent américain, dans les Antilles, j'ai voyagé pendant plus d'un an, en cherchant ce que je voulais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était menuisier ébéniste. Et j'ai décidé de rentrer en France, cette fois-ci, de bien apprendre le métier pour plus me couper les doigts, c'était possible. Et donc j'ai choisi la meilleure école qui soit, qui est les Compagnons du Tour de France. Les Compagnons du Tour de France, c'est pas une école. J'ai dit la meilleure école, mais ce n'est pas le cas. Ce sont, comme je l'expliquais, des artisans qui vous apprennent le travail dans une cave le soir, après le boulot. On a une nécessité de rentabilité, c'est-à-dire qu'il faut être productif dans l'atelier, on n'a pas le droit de ne pas être productif, et on doit prendre sur son temps pour apprendre le métier. Et il y a une expression que j'aime énormément chez les compagnons, qui peut choquer, qui est la suivante: un métier, ça ne s'apprend pas, ça se vole. Voilà. Et donc, moi, on m'a appris que si je voulais apprendre un métier, il fallait que j'aille par-dessus l'épaule du gars, regarder comment il faisait, m'attarder le soir à balayer l'atelier, regarder parce que je sais que le patron ce soir-là va faire des encollages, comment il s'y prend, etc., etc. Le patron ne va pas venir me chercher en me disant tiens, je prends 1 heure pour te montrer, il n'a pas le temps. C'est à moi d'aller voir. Cette manière de fonctionner là avait aussi un autre aspect. Vous allez comprendre pourquoi je m'attarde à vous parler de cette période-là. C'est une méthodologie. C'est-à-dire que j'ai appris chez les compagnons à avoir, par rapport à un objectif que l'on se fixe, voir ce dont on dispose comme matériaux, ce dont on dispose comme matériel, ce dont on dispose comme savoir-faire. De prendre tous ces éléments-là, de les combiner, les expliquer pour pouvoir créer un ouvrage. Que cet ouvrage, il soit en bois, c'est une chose, qu'il soit littéraire, c'est pareil. C'est-à-dire que cette méthodologie qui consiste à dire, voilà, je me fixe un objectif et maintenant, est-ce que j'ai les compétences pour le faire? Peut-être pas, parce que j'ai des lacunes au niveau orthographe, j'ai des lacunes au niveau des conjugaisons des verbes, de la grammaire. Je vais donc apprendre le subjonctif, je vais m'y mettre. J'ai des lacunes au niveau de la rhétorique, je vais me prendre les bouquins de l'école de Port-Royal ou quoi que ce soit. Et pour pouvoir apprendre, je vais écrire un bouquin sur la rhétorique. Ça, c'est vraiment, cet esprit-là, c'est quelque chose qui m'est venu de chez les compagnons. Donc, fini la période poétique, j'attaque donc le compagnonnage, je suis dans les années 80, j'arrive, je rentre de voyage, j'ai fait 1 an de voyage, et là, donc je continue à écrire des poèmes. Et là, je me mets, alors que je suis chez les compagnons, à réfléchir sur ce que j'ai vécu. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, j'ai voulu être berger? Et pourquoi est-ce qu'à un autre moment, je me suis mis à m'intéresser au livre, enfin à l'écriture? Et donc, pour réfléchir là-dessus, c'est vraiment pour y réfléchir,
j'ai commencé à écrire l'histoire de deux personnages, deux Corses, deux jeunes. Un qui se barrait, qui faisait le tour du monde, qui allait voyager comme par hasard en Amérique, dans les Antilles, et puis qui revenait. Et un autre qui était berger en Corse, qui faisait transhumance, etc. Et ces deux personnages-là, avec leur histoire parallèle. J'ai mis 7 ans pour l'écrire. 7 ans pour écrire ce premier roman. C'était extrêmement laborieux, c'était très dur. Au début, j'écrivais à la main, après j'ai écrit à la machine à écrire, après j'ai écrit ce premier traitement de texte Amstrad, après j'ai écrit encore avec un autre traitement de texte, etc. C'était vraiment très lourd. Et évidemment, lorsque j'ai sorti ce bouquin-là, j'avais écrit l'œuvre du siècle, on est bien d'accord. Et c'est normal, ça ne peut pas être autrement. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je donne mon bouquin à lire à quelques personnes. Un ami, enfin un petit parent d'Union, le Negroni, il me présente un critique littéraire qui lit mon bouquin. Et là, ça a été ma première vraie rencontre littéraire où la personne elle m'a dit « François-Xavier, tu veux écrire ?» Je dis « ouais ». Elle dit « c'est simple. Ce que tu as fait, c'est un roman autobiographique. Dedans, il n'y a que de l'exutoire. Le lecteur s'emmerde. Ça ne le concerne pas. Si tu veux devenir écrivain, tu te prends un bouquin, tu oublies celui-là, tu te prends un bouquin, tu te mets à écrire, et là, tu me mets tout ton exutoire. Tu t'en débarrasses. Je ne veux plus entendre parler. Et après, tu pourras écrire. Et ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Deuxième bouquin, je me mets à écrire le dichotome. Le dichotome, c'est un essai purement exutoire dans lequel il n'y a pas de personnage. C'est même pas un essai, c'est un récit dans lequel je commence, je crois que de mémoire, c'est ma première phrase, c'est « Maman voulait des jumeaux. M'affubler d'un prénom composé fut sa manière de dire « Tu seras dichotome, mon fils. » C'est parti, mon kiki. C'est parti pour, je sais plus, une centaine de pages, 4 ans de boulot, et je m'amusais à avoir d'un côté François, de l'autre côté Xavier, et le trait d'union, me disant que le trait d'union n'existait que dans le monde de l'écrit, puisqu'il n'existe pas à l'oral. Donc les traits d'union, c'était l'écrivain, et puis le François, c'était une personnalité que j'explorais, et le Xavier, une autre, avec la troisième personnalité. Donc c'est presque un trichotome, puisqu'il y a l'écrivain au milieu. Et je fais ce texte, qui est un texte, 4 ans d'écriture, et une fois qu'il est fait, il est fini, il est terminé, tac, tac, l'exutoire est dépassé. C'est là que je rentre dans l'autre période, ici, où là, avec mon ami José Grimald, d'Union, il vient me voir, il me dit, lui, il avait lu les deux textes, il m'a dit, François-Xavier, tu as une plume, tu as quelque chose, là. J'ai une idée, on va écrire un roman. Ok, d'accord, on va écrire un roman. Il venait de discuter avec un capitaine de la transmission des armées françaises qui venait de terminer une manœuvre dans le Maghreb, une manœuvre qui avait été faite par toutes les armées, plusieurs armées européennes qui se situaient dans le nord de la Méditerranée. Donc il y avait l'Espagne, l'Italie, la France. Et le thème de la manœuvre militaire faite en 1990 était la suivante. Des millions d'Africains affamés, atteints par le sida, migrent, font une croisade, arrivent en Europe pour y mourir. Ils ne viennent pas envahir, ils viennent y mourir. Ça, c'est une manœuvre militaire. Et le gars qui avait fait cette manœuvre a dit à José, il a dit, mais c'est affolant. Conclusion de la manœuvre, c'est on ne peut strictement rien faire. C'est fini, c'est mort, terminé. Et José a dit, mais c'est un thème de thriller, c'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et je m'y suis mis tout de suite. 1994, ça a duré 10 mois. Pendant 10 mois, je me suis enfermé entre Uniol, en général, j'étais au Uniol. José me passait des articles, il me passait des bouquins, on lisait, on discutait, on se retrouvait à peu près une fois tous les 10 jours. Puis un échange, je lui donnais ce que je venais d'écrire, il me donnait d'autres machins pour m'alimenter. J'ai étudié le sida, le virus HIV, ça m'intéressait énormément. Ce qui m'intéressait, c'est la propagation. Comment une propagation fonctionne? Est-ce que la propagation du point de vue dogmatique est la même chose que la propagation du point de vue biologique, etc. On a écrit ce thriller, on l'a terminé, on l'a fait lire à plein de gens. Un retour de public absolument extraordinaire, positif. Allez-y, publiez-le. On l'envoie dans les meilleures maisons d'édition. Retour négatif. Messieurs, votre texte nous plaît beaucoup, mais si nous le publions, nous risquons de passer pour des gens d'extrême droite, et cela ne nous convient pas.
Donc, fin de non-recevoir, on a arrêté, puis ensuite j'ai continué à écrire. J'ai écrit donc Bastia pour Dames. Il n'a pas été publié à cette époque-là, il a été écrit à cette époque-là. Donc là j'ai écrit un roman tout à fait personnel, que ceux qui l'ont lu vont comprendre pourquoi il est vraiment personnel. Ensuite, je voulais étudier la rhétorique, ça m'intéressait. Plaire, instruire, émouvoir, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai écrit un bouquin sur la rhétorique, c'est un essai. Après, j'ai publié ma première nouvelle chez Jean-Jacques Pauvert, dans l'anthologie du Couette, une nouvelle qui a été publiée. J'étais content parce que j'étais avec d'autres gars, d'autres auteurs extrêmement connus, extrêmement célèbres, et j'étais au milieu, donc je me disais, je suis bien adoubé, là, ça me fait plaisir. Et ensuite, je me suis mis à écrire Thalamus et Cortex, une petite pièce de théâtre. Pourquoi ? Parce que je voulais me frotter à l'écriture théâtrale. Pourquoi je voulais me frotter à l'écriture théâtrale ? Parce que je ne savais pas l'écrire. Parce que je ne connaissais pas, parce que je ne savais pas ce que c'était que de pouvoir écrire une pièce de théâtre. Ça m'interrogeait. Et comment on fait, on décrit des scènes et tout. Donc, comme je ne sais pas comment on fait, je vais m'y mettre. Et le point commun entre tous ces textes qui sont là, c'est je n'écris jamais sur quelque chose que je connais. Je n'écris uniquement que sur ce que je ne connais pas. Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas d'écrire. C'est-à-dire, pour moi, écrire, c'est apprendre. Non pas apprendre à l'autre, c'est apprendre à moi-même. C'est-à-dire, c'est me mettre une thématique, aller chercher les éléments, c'est le truc du compagnonnage, tout ramener, tout faire en sorte, arriver, peaufiner, avoir un travail fini, et ensuite le présenter, l'oublier, passer à autre chose. C'est comme ça. Hosanna, c'était dans la même veine. Ça, c'est un scénario. L'écriture scénaristique, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'on écrit uniquement qu'au présent. Alors, c'est exactement l'inverse de subjonctif, c'est-à-dire que là, on est au présent tout le temps. L'écriture scénaristique, c'est intérieur jour, bibliothèque de Bastia. Il y a tant de personnes qui sont assises autour d'une table. Nous avons une personne sur un fauteuil rouge qui est en train de parler, son nom, machin, et il dit, tac, 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 et on passe, plan de caméra coupé, la scène est coupée, on passe à l'autre. Tout est décrit, chaque image est décrite. C'est une astreinte absolument énorme qui m'a permis, en écrivant, d'avoir justement une vision très cinématographique du roman et de l'écriture. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Après ça continue, on arrive sur subjonctif, là aussi je suis dans la même veine, c'est-à-dire c'est l'époque où je fais l'écriture théâtrale pour apprendre à écrire du théâtre, scénaristique pour apprendre à écrire un scénario, et là je me dis, dans mon écriture, il me manque des constructions de texte, il me manque une aisance, une dextérité que je n'ai pas. Puis j'étais pas très bon élève non plus, je me suis barré à 16 ans, n'oublions pas, pour aller faire berger, et même si ma maman est professeure de français, elle n'était pas là pour... j'avais pas le temps, ou je n'allais pas l'avoir pour prendre des cours, donc les cours, je me les suis pris tout seul en écrivant subjonctif dans le texte dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure. Ensuite, il y a une période blanche ou noire, enfin j'en sais pas, c'est une période dans laquelle je suis pris par la vie, monter des boîtes, le Maghreb, encore avec José pour le Canada, la vie, voilà. Et je reprends, à partir d'un certain moment, je me dis, mais en fin de compte, je m'interroge sur ce que je suis en train de faire, je me dis, mais pourquoi tu travailles comme tu travailles ? Réponse, pour gagner de l'argent. Normalement, la question s'arrête là, on gagne de l'argent. Après, je me dis, mais pourquoi tu veux gagner de l'argent ? C'est quoi l'intérêt ? L'intérêt d'avoir de l'argent, c'est d'avoir du temps pour pouvoir faire ce que je veux. C'est quoi faire ce que tu veux ? Ce que tu veux, c'est écrire. Donc, donc, pourquoi ? C'est pervers, quoi. Pourquoi travailler, passer son temps à vouloir gagner de l'argent pour avoir du temps pour pouvoir écrire ? Je dis, basta, terminé, je ne travaille plus. Je me paye maintenant à 100% François-Xavier Luciani à mon service qui va écrire à ma commande, il va écrire pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis, et là je dis maintenant, terminé. Retraite anticipée, je bosse. Et c'est là où on voit, qu'en effet, il y a en préparant vraiment cette rencontre, je me suis rendu compte que vraiment cette période, elle est vraiment très, très prolifique, quoi. Ça, c'est un essai, Homo erectile, je m'interroge sur le désir. Trop, c'est un autre essai sur la surpopulation.
Praxis Doloris, je m'amuse à mettre en scène. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, à chaque fois qu'on entend des témoignages de guerre ou quoi que ce soit, on entend toujours la parole de la victime, c'est normal, mais jamais la parole du tortionnaire. Et je me dis, la parole du tortionnaire, c'est hyper intéressant. Et donc j'ai écrit un texte dans lequel je raconte qu'un vrai tortionnaire qui est dans une dictature quelconque a lu mon bouquin Bastia pour dames, il trouve ça vachement intéressant, il me contacte pour que je puisse l'écrire et il me raconte toutes ces histoires. Et donc je mets à plat une espèce de nouvelle qui est assez longue, elle fait 120-130 pages, du dernier jour qu'il passe dans une prison où il est un des chefs, et où en fait il y a un rapport avec un prisonnier qui est extrêmement intéressant, dans lequel lui-même, en tant que bon praticien, parce que lui c'est un très très bon praticien de la torture, c'est quelqu'un qui met énormément de cœur à l'ouvrage et aime cela, et qui le décrit. Donc j'ai voulu, comme je ne suis pas moi-même tortionnaire, j'ai voulu me mettre dans l'esprit d'une personne qui pouvait justement non seulement y trouver du plaisir, mais sans être fou. C'est-à-dire que ce n'est pas un malade, c'est un bon fonctionnaire qui est payé par l'État, qui sait ce qu'il fait et qui est encensé pour son travail et qui a une très 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 bonne technique. On pourrait même parler d'une forme de compagnonnage de la torture où lui sait ce qu'il fait et il le fait bien. Un texte qui m'a énormément bouleversé. Ouais, vraiment. Ensuite, j'ai attaqué des nouvelles. Alors là, c'est la nouvelle de Fable. Avec Fable, c'était à la livre. Bon, Fabula, j'ai écrit de nouvelles. Donc, c'est les trois nouvelles. Enfin, les trois nouvelles là, c'est des nouvelles qui sont imposées. Et alors, la première, c'était la Corse qui a le niveau de l'eau qui monte de 126 mètres. Et que se passe-t-il en Corse? Le deuxième, c'est tous les Corses se retrouvent avec, suite aux accidents de Tchernobyl, la tuerie est attaquée, plus personne ne peut parler. Donc c'est l'Homère, t'as vraiment la vraie. La vraie. Donc c'est imposé aussi. L'autre, c'est la Cana, c'est une histoire qui se passe à Bastia. Ensuite, Mathume. Alors Mathume, c'est un thriller, c'est le contracté, c'est un néologisme. Mathume, c'est le matériel humain. Voilà. C'est une histoire, c'est une dystopie, c'est-à-dire dans un futur relativement proche, une société dans laquelle absolument tout appartient à des sociétés privées, y compris notre ADN, ce qui fait qu'un être humain, lorsqu'il vient au monde, vu les 30 000 gènes qui ont été déposés par des marques, se retrouve endetté pour royalties à payer sur les gènes qu'il utilise et qui ne lui appartiennent pas. Et comment ce système-là juridico-financier arrive à créer des esclaves, donc du matériel humain, qui de toute façon n'est endetté puisqu'il utilise des gènes qui ne lui appartiennent pas, et donc qui sont plus que corvéables à merci. Ça devient du matériel au sens pur du terme. Une autre nouvelle, donc Thermatrice, ça c'était par rapport à la guerre 14, donc c'est 2018, la guerre 14-18, c'était la mise en scène d'un cordugnoles qui se retrouve au chemin des Dames. Mort de LOL, j'ai écrit il n'y a pas très longtemps, qui est une histoire qui m'a intéressé, c'est sur le niveau de langage des réseaux sociaux. Je trouve ça assez bizarre, les réseaux sociaux, la manière dont les mots sont complètement assurés, avec des anglicismes, des onomatopées, des sigles. Enfin, ça m'a énormément intéressé de travailler là-dessus, donc j'ai fait un petit roman qui se passe à Paris. Ensuite, Humance, c'est l'histoire, pareil, c'est une histoire qui est inspirée du tout premier roman que j'ai écrit, donc Ouroudian, et qui est totalement retravaillé. Il est tellement retravaillé qu'en fin de compte, en fin de compte, je me rends compte que je l'ai écrit parce que j'ai totalement oublié le métier de berger. Et que, en le retravaillant, je suis obligé de me replonger dans le métier de berger. Et c'est ça qui est important. Autobiologie du consentement est un livre que j'écris avec Anne-Lise. Donc Anne-Lise est mon amie, elle est neurobiologiste à Genève. Et c'est un texte, j'ai pas envie de vous parler en détail là, d'autant plus qu'il n'est pas fini. Apoptose Now, pareil, c'est une reprise. Et Né sous Y, où je n'ai pas encore décidé si ça allait être un roman ou un essai. Né sous Y s'interroge sur la paternité, le rapport
qu'est-ce que la paternité? C'est une excellente question. Voilà donc pour le parcours. Là, je pense que je vous ai raconté, comment dire, je vous ai exposé mon travail d'écrivain. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, très, très aimable à vous. Ça a été pour moi un exercice vraiment très très intéressant de le préparer, ça a été extrêmement intéressant. Et aujourd'hui de pouvoir l'exposer, parce que ça me permet, faisant en sorte que vous vous rendiez compte du travail, c'est moi me rendre compte de ce qui s'est passé, de cette historique, des pourquoi et des comment. Voilà donc pour dresser le tableau de l'auteur. Et maintenant, je vais vous parler donc du roman, subjonctif. Il y a un point, peut-être, un point de détail sur lequel j'aimerais quand même vous parler quelques minutes, sur ma manière d'écrire. Ce n'est pas une méthode, ça n'a rien à voir avec une méthode, c'est une manière. Lorsque j'écris un texte, que je me suis fixé, on va dire, une thématique, je vais commencer à écrire, je vais chercher le ton. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais réussir à trouver le ton dans un texte, c'est pour moi le travail le plus difficile. La petite couleur, le petit, voilà, la sonorité peut-être pour un musicien, je ne sais pas. C'est très difficile à trouver le ton. Une fois que le ton est trouvé, après, le travail d'écriture lui-même, il file. C'est presque travail formel, ça y va, quoi. Et ma façon de travailler, ma manière, c'est d'abord, je vais créer mon image. J'ai besoin de la couverture. J'ai besoin de ces images-là pour pouvoir accrocher mon inspiration d'écriture. J'ai besoin de temps en temps, quand j'écris, de regarder la couverture. Je l'ai mise en page, j'ai mis mon nom, j'ai mis le titre. Et ensuite, j'attaque généralement par la première page. C'est-à-dire que je travaille au traitement de texte et j'ai des systèmes de mise en forme qui font que je vais, sur mon logiciel Word, la première page sera blanche, la deuxième il y aura le titre, après ce sera comme ça, après s'il y a une dédicace ou quoi, et ensuite j'attaque. Et lorsque j'attaque le premier chapitre, en fait, en même temps que j'écris, je suis mon premier lecteur. Je fais en sorte que j'ai trouvé le ton, j'ai trouvé la thématique, et maintenant cela se déroule. Il y a quelque chose qui se déroule, qui s'écrit, et sur lequel je suis presque, dans ces cas-là, non plus un écrivain, mais un écrivant. C'est-à-dire que ça me traverse, je balance, j'envoie, et ça peut... ce qui se passe, c'est que j'ai des journées qui sont dans lesquelles il n'y a pas d'heure. Je peux être concentré une semaine, un mois, plusieurs mois. Par exemple, pour le premier Le Germe, c'est 10 mois d'affilée. Ou en même temps que j'écris, je vais chercher l'information dont j'ai besoin, puis je reviens, je réécris, j'avance, les personnages se créent. À partir du moment où un personnage arrive, ce personnage, il a sa propre personnalité, et il ne va pas faire n'importe quoi, et c'est lui qui va porter l'histoire. Et il va la porter ce moment-là, et il va s'imposer parfois dans ce roman. Par exemple, il y a des personnages, je ne sais pas où tu en es toi, Marc, je sais que vous l'avez lu. Par exemple, le personnage de la Couillotte, c'est un personnage qui est arrivé en cours d'écriture, qui est arrivé comme ça, quoi, qui était là parce que j'avais un besoin pour une scène, et c'est un personnage qui s'est imposé. C'est un personnage qui est revenu, il est devenu récurrent, et en fait, c'est pas un des personnages principaux, c'est un personnage secondaire, mais qui a une importance structurelle dans le roman. Donc ce roman subjonctif, pour vous en parler, c'est une histoire, une fois n'est pas coutume. Ce roman-là, alors je ne peux pas dire que je connaissais la fin, parce qu'en général je ne connais pas la fin de mes textes, mais ce roman-là, quasiment, j'ai commencé, non pas par la fin, je vais essayer de vous expliquer, j'ai fait un rêve. En fait, ce bouquin, il vient d'un rêve. Un matin, je me réveille et reste présent à mon esprit un braquage de banque avec des mecs qui sont derrière le comptoir, hein,
et les gars, ils sont encagoulés, les jeunes, il y a des jeunes qui... Et puis, ils attaquent et ils ont des paroles, des propos dans lesquels il y a un vocabulaire qui est un vocabulaire de type, on va dire banlieue, pour aller vite, et une construction syntaxique absolument parfaite en ce qui concerne l'emploi du subjonctif, des concordances de temps, etc. Et c'est totalement décalé. Et le gars qui est derrière le comptoir, le directeur de banque qui se ferait braquer, lui, il n'arrête pas de dire des conneries, de mal parler, de mal dire c'est quoi que vous voulez, c'est quoi la somme que vous voulez, des choses comme ça, quoi. Il massacre la syntaxe et tout, et les gars en face, ils ne supportent pas, et vroom, ils le flinguent. Donc ils abattent ce type-là parce qu'il a fait des fautes de français. Donc la condamnation à mort, la punition pour faute d'orthographe, évidemment, à mon réveil, ça me travaille. Je me dis, mais c'est... Ouais, alors en plus, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont un esprit psychanalytique bien tourné, le gars, il tire avec un Mauser. Un Mauser, c'est un flingue, on le connaît, le Mauser, flingue allemand. Le Mauser, c'est quand même la mère. Ma mère est prof de français. On n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Ma pauvre maman. La façon dont je te vois. Bon, bref. Donc, je suis là, j'ai cette scène. Donc, j'ai cette scène qui est une scène qui n'est pas une scène fondatrice. Enfin, elle est fondatrice, mais je veux dire, elle n'est pas d'une importance capitale. Et c'est pas parce que je vous la raconte que je vous dévoile quoi que ce soit de la fin du roman. C'est pas grave. Elle n'est pas à la fin d'ailleurs. Mais c'est une interrogation. Comment, je ne vais pas dire techniquement, mais comment est-ce qu'une scène comme ça est possible? Comment est-ce que des personnes peuvent arriver, des jeunes gens, peuvent braquer une banque, donc être suffisamment décalés socialement, avoir un langage qui correspond, puisqu'ils ont un langage plutôt de banlieue, mais une syntaxe parfaite. Et une manière de protéger jalousement la langue française au point d'aller flinguer le type en face parce qu'il a massacré la langue. Et je me dis, mais c'est quoi cette scène? Et je me suis dit, maintenant, je vais écrire un roman et je vais remonter, comme ça, je vais remonter jusqu'à ce que tout ce que je vais raconter va rendre plausible cette scène. Et toute l'histoire du roman, ce que je vous dis, je vous dévoile rien en fait, parce que ce que je vous dis, c'est de la cuisine. C'est une façon de travailler où je me suis amusé à remonter, mais une fois que je me suis remonté, j'ai créé mes personnages, et après, il y a quelque chose d'important. Il y a quelque chose d'important que j'allais oublier. C'est que quand j'ai écrit, je me dis, mais il va se passer où ce roman-là? Voilà, il y a des mecs qui font un braquage. Je ne vais quand même pas le faire passer encore, c'est une histoire de braquage, ça va, l'image d'Épinal, ça ne me convenait pas, je n'avais pas envie qu'il se passe en Corse. Donc j'ai regardé, puis un jour je suis tombé sur un VSD, un petit article, qui parlait des faux de Verzy. Les faux de Verzy, ce sont des arbres qui poussent uniquement que sur la montagne de Reims, donc à côté du village de Verzy, en Champagne, en pleine terre de Champagne, et qui ont une spécificité, c'est qu'ils ont leurs branches qui partent comme ça, qui se retouchent et qui se ressoudent. Il n'y a qu'eux qui font ça. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas que des hêtres, on appelle ça les hêtres tortillas. Vous avez également des châtaigniers, des chênes, d'autres essences, qui à cet endroit-là, pourquoi personne ne le sait, les botanistes se cassent le nez depuis des décennies, on ne sait pas pourquoi, sur la montagne de Reims, à cet endroit-là, il y a certains arbres qui poussent avec ce système de branches qui se retrouvent. On appelle ça les faux de Verzy. Bon. Les faux, ça s'écrit F-A-U-X, et un faux, ça s'écrit F-A-U. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais c'est extraordinaire, j'ai envie de mettre ça dans mon roman. Bon, il est Verzy. C'est où ça, Verzy? Verzy, c'est en Champagne. Ok. L'été, je me retrouve au village, à la goutte. Et là, j'ai mon cousin, Vecchiali, Philippe. Tu connais, hein? Tu connais pas Philippe Vecchiali, le Bonamanage, je crois. Ouais, Philippe, j'ai dit, oh Philippe, voilà, j'ai vu un truc, toi, tu habites à Reims, tu connais pas Verzy par hasard? Il me dit, quoi? Tu me parles de Verzy? Je dis, ouais, tu connais Verzy ou pas? Il me dit, pourquoi tu me poses cette question? Je dis, parce que j'ai bien envie d'aller faire un tour, là-bas, il y a les faux de Verzy, etc., ça m'intéresse, j'ai pensé à un roman, j'ai envie de le faire se dérouler là-bas. Il me dit, tu me magagnes ou quoi? Je fais, comment ça, je te magagne? Je dis,
ne gagne pas, je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il me fait, je viens d'acheter une maison à Verzy, il me dit. Tu viens d'acheter une maison à Verzy, mais j'en savais rien, moi. Comment ça? Ouais, j'ai acheté une maison à Verzy. Tu veux écrire ton bouquin là-bas? Viens. Je suis affaqué à Verzy. Je suis arrivé là-bas, je suis resté 3 semaines là-bas. J'ai été reçu, mais royal, en tant qu'écrivain. En tant que mec présenté par mon cousin à ses potes qui sont vignerons en Champagne. Et voilà, il écrit un bouquin sur la Champagne, sur le Champagne, sur Verzy, sur les faux, etc. Recevez-le. Je suis rentré dans les crayères. Les crayères, c'est des espèces d'énormes galeries. Il y a 150 km de crayères qui sont dans le sol de la Champagne, dans lequel c'est bourré de millions de bouteilles de champagne. Mais c'est extraordinaire, je veux dire, d'être introduit comme ça par les gens du cru, c'est le cas de le dire, et de rentrer dans ces méandres-là. Mais j'étais dans un univers totalement romanesque, quoi. Et là, j'ai écrit mon histoire. Mon histoire s'est déroulée à Verzy, je cite les endroits, les lieux, comment ça se passe, tout ce qui se déroule. Et à partir de là, eh ben, je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler l'histoire. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est super. Vous m'avez énormément aidé à faire ce travail. C'est vrai. Voilà. Allez. La lecture.